أنا الملازم الأول عبد الرزاق محمد طاس. حماة 1/7/2011 مظاهرة المليونية. Bonsoir. Il est des anniversaires qui sont terribles à célébrer, qui sont effrayants, qui vous anéantissent et qui vous déchirent l'âme. Né dans la foulée des révolutions arabes, la révolution syrienne est l'un de ces exemples d'anniversaires terribles à célébrer. Mais doit-on pour autant renoncer à sa commémoration ? Certes pas. Mais que doit-on alors commémorer ? Doit-on commémorer la longue litanie des horreurs, le chapelet des massacres, les villes détruites, l'utilisation du gaz chimique à de maintes occasions ? Doit-on commémorer l'exode de toute une population ? Doit-on parler à cette occasion des tortures systématiques infligées à une population, l'exode de celle-ci ? Ou doit-on au contraire parler de sa mémoire ? Doit-on parler de ses projets créatifs, de tout ce qui fait que la vie face à la mort continue de se perpétrer ? Nous avons décidé de choisir de célébrer la mémoire syrienne, la création syrienne, et mieux encore, nous avons choisi de célébrer comment et combien la mémoire célèbre la création et combien la création s'appuie sur la mémoire. Donc aujourd'hui, grâce au MUSEM, nous avons un projet à vous proposer, un projet de création mémorielle qui va être mise en œuvre, mise en musique aussi, parce que nous aurons aussi des chansons et de la musique par Sana Yazidji, qui est une graphiste diplômée de la faculté des Beaux-Arts de Damas, qui déjà au Liban a créé Alwan, une organisation, une association qui crée des ateliers de thérapie grâce à l'art pour des enfants réfugiés et qui s'occupe du suivi psychologique des adultes traumatisés par les événements syriens. Nous allons aussi parler de géopolitique parce qu'on ne peut pas l'ignorer avec Agnès Levallois qui est maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et maîtresse de conférences à Sciences Po Paris. Nous allons parler aussi d'éducation. D'éducation, c'est très important parce que c'est l'avenir d'un peuple. Grâce à Yves Aubin de la Messusière, un spécialiste du monde arabe qui était ambassadeur de France dans des pays arabes, au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie, et qui s'est occupé aussi de la direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Quai d'Orsay, et qui préside d'ailleurs, voilà, on est en pays de connaissance, qui a présidé la mission de préfiguration du MUSEM. Et à la musique, nous aurons un duo extraordinaire qui est celui de Catherine Vincent avec Mohamed Al-Rahachi pour justement mailler cet espoir que représente la culture et la mémoire, maillée de musique et de chansons.
Voilà, juste pour présenter brièvement le projet Mémoire créative de la révolution syrienne. Il est né en mai 2013. Alors c'est un site qui recense et archive en 3 langues, arabe, anglais, français, toutes les productions syriennes et artistiques nées durant la révolution et la guerre, et qui est produite, cette création qui est produite à la fois dans la Syrie et dans la diaspora. Je vous donne tout de suite la parole pour que vous présentiez votre projet, et d'abord vous saluez la mémoire d'un grand Syrien, d'un grand artiste, chercheur syrien, à qui tous les Syriens doivent beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, pour commencer, j'aimerais bien rendre hommage à un ami très cher, un intellectuel syrien, Hassan Abbas, qui vient tout juste de nous quitter il y a quelques jours et qui devait par ailleurs être parmi nous pour justement parler sur les rapports entre culture et politique en Syrie. Et pour lui rendre hommage, moi, j'ai préféré reproduire ses propres mots, dits à l'occasion du 3e anniversaire de la révolution syrienne. Et donc Hassan, il dit à propos de cette révolution, « Donnez-lui le nom que vous voulez, lancez-lui tous vos anathèmes, faites-en l'objet de vos trahisons, tendez-lui tous les pièges, creusez la terre sous ses pieds, collez-lui vos étiquettes, maudissez-la à votre guise, elle restera toujours, telle que le disait Galilée à ses inquisiteurs, révoltée et faisant face. Elle n'a commencé que pour continuer et atteindre le but que lui ont voulu ceux qui l'ont faite. Une vie digne, loin de la tyrannie et de l'obscurantisme. » Merci pour cette belle lettre d'adieu qui est en même temps plein d'espoir. Justement, nous allons parler de l'oubli. Vous avez une position sur l'oubli qui n'est pas celle que l'on pourrait s'attendre de vous. Vous dites qu'il est parfois nécessaire d'oublier, mais en revanche, il est une question qu'il ne faut surtout pas oublier, justement, qui est un peu le compagnon de l'oubli. Tout à fait, tout à fait. Donc quand on a commencé à construire ce projet Mémoire créative, on a tout de suite relié mémoire et oubli. Et qu'on s'est dit au départ, il faut certainement pas oublier. Mais avec le temps, et avec les échanges et avec le projet a mûri, et on s'est rendu compte que l'oubli est un droit humain. Et que chacun de nous peut-être a besoin d'oublier pour pouvoir continuer sa vie normalement. C'est des mécanismes de défense à laquelle donc on se refuge pour pouvoir vivre et continuer sa vie. Sauf que nous, dans ce projet-là, en tout cas, on s'est trouvé capable de se rappeler et de travailler sur cette mémoire qu'on dit maintenant, qui est contre le déni. Parce que le déni, c'est le mal absolu. Et c'est le déni qui va mener vers l'impunité qu'on combat et pour laquelle on travaille à titre journalier. Oui, nous comprenons bien l'importance du déni, surtout à l'heure où le régime syrien tente d'imposer son discours, et qui est un discours évidemment totalement affabulé, qui est totalement inventé, qui est une réécriture de l'histoire, et c'est pourquoi là vous intervenez pour nous dire et dire au monde entier, non, ça ne s'est pas passé comme ça, non, il y a eu une révolution qui n'est pas celle que le régime emploie quand il utilise des mots de complot et d'autres mots. Mais je voudrais revenir sur un point, la révolution a certes été écrasée, mais elle aura permis, du moins militairement, mais elle aura permis dès 2011 l'émergence phénoménale, on peut dire ça, de jeunes créateurs. Est-ce que vous-même, vous avez été surprise par cette floraison de projets créatifs dans tous les domaines, hein, nous avons le cinéma avec un film merveilleux qui s'appelle Pour Sana. Pour sa main. Oui, exactement. Et puis en littérature, dans musique, bande dessinée, graphie sur les murs, etc. Donc, est-ce que vous avez été surprise par cette floraison de projets et de jeunes créateurs ? Tout d'abord, je voudrais commenter sur ce sort de cette révolution. Certainement, cette révolution a été écrasée, mais absolument pas effacée.
justement, grâce à tous ces témoignages, à toutes ces mémoires individuelles et collectives, qui ont ramassé ces traces inoubliables et ineffaçables. Cette révolution a libéré avant tout l'imagination. Jusqu'au 2011, cette imagination était complètement fermée et impossible. C'est l'ensemble, comme on l'imagine, c'est l'ensemble de ces phénomènes, de ces initiatives sociétales, culturelles, artistiques, qui va permettre de connaître, de s'informer et de construire l'histoire contemporaine de notre vécu et de notre réalité. Alors, surprise, évidemment. D'ailleurs, c'est avec cette phrase qu'on a commencé ce texte sur notre site sur qui sommes-nous. On l'a commencé par dire, on était nous-mêmes syriens surpris par ce flot de talents créatifs tout au long, surtout des années de début. Est-ce que c'est l'horreur qui a suscité un tel élan créatif? Est-ce que c'est en fait une réponse de la vie à la violence et à la mort? Alors d'abord, aussi pour peut-être un peu compléter, pour aussi mettre l'accent sur cet énorme mouvement sociétal, c'est aussi pour dire qu'il n'y avait pas que les jeunes talents. Il n'y avait pas qu'un segment de la société. Nous étions tous là. Une grande partie de Syriens, de toutes les classes, de tous les métiers, ils étaient tous là, à s'engager dans la chose publique et à aller jusqu'au bout. Après, et 10 ans après, donc maintenant, moi je le crois, je suis convaincue, comme l'a dit Gilbert Achcar il y a très récemment. Alors, Gilbert Achcar, c'est un intellectuel libanais et chercheur qui a beaucoup travaillé sur les révolutions arabes et qui fait une sorte de révision en continu sur les révolutions arabes. Il a dit très récemment que le potentiel révolutionnaire est toujours là, il est toujours présent. Il a donné l'exemple du Soudan, de l'Irak, du Liban, et très récemment à Souaïda, au sud de la Syrie. Donc ce potentiel, il est toujours là, mais qu'il ne suffit pas. Il faut absolument organiser tous ces efforts, toutes ces énergies face à ces régimes qui sont là depuis très longtemps, qui sont leur machine d'effacement impossible. Et que, voilà, être en face d'eux, permettre au monde entier de voir qu'il y a quand même deux forces face à face, même si l'équilibre n'est pas là, mais en tout cas, ils ne sont pas les seuls à exister. Pour revenir à ta question à votre question par rapport à qu'est-ce qui a inspiré, quel a été le moteur d'inspiration, pour nous, c'est la révolution, c'est l'acte révolutionnaire qui a inspiré, qui a libéré, et non pas la guerre. La guerre et l'horreur a poussé les gens à documenter. Donc on avait d'abord la création et ensuite la documentation. On a été inspiré par cette puissance qu'on a sentie, cette puissance, cette prise de conscience, ce sentiment d'exister et de pouvoir changer la donne. C'est ça qui nous a poussé et qui a poussé des centaines de milliers de Syriens à créer. Après l'atrocité de régime, ensuite des forces de facto, notamment Daesh et les extrémistes, cette atrocité a poussé les Syriens à documenter leur vécu. À ce moment-là, par peur que tout cela soit effacé et oublié. C'est là où on a eu cette fièvre d'archivage. Et on a commencé à monter des passages, à partir des passages, faire des films qui ont eu des prix internationaux, à faire des pièces de théâtre, à faire des chansons et à créer, à documenter, à archiver, notamment à partir de 2012. D'ailleurs, il y en a pas mal d'œuvres qui sont introuvables, qui sont nées en 2011, justement parce qu'on ne pensait pas à ça. On ne pensait pas à archiver et à documenter. Mais alors,
toutes ces créations syriennes en général, est-ce qu'elle peut faire bouger les lignes politiques? Jusqu'à présent, on dirait que non. C'est une question difficile. Ça a un aspect paradoxal, parce qu'on a tendance à minimiser le rôle de la culture et de l'art au sein d'une société. Or, elle fait bouger les choses, elle s'exprime dans les esprits, elle secoue les consciences. Quand on est face à un tableau qui va raconter une histoire terrible, on n'est pas les mêmes personnes avant et après. D'ailleurs, quand Najah Boukaï a libéré ses dessins dans le journal Libération, ça a été diffusé dans le monde entier. Et je me rappelle à ce moment-là, la ministre, je crois, de l'armée française, quand elle a tweeté, après avoir vu ses dessins, comme quoi on ne sera jamais les mêmes avant et après ces dessins. Donc en même temps, cette créativité qui commente cette réalité terrible, elle touche les consciences. Elle a un facteur dynamisant. Et par ailleurs, la culture et l'art étaient la cible numéro 1 du régime. Le régime, avant tout, il a été derrière tous ceux qui ont initié ces initiatives sociétales, artistiques et culturelles. Comme tous les régimes totalitaires d'ailleurs. Exactement. Un discours pacifique qui représentait les gens. Si moi je me représente et je représente ceux qui sont autour de moi, alors là je représente un danger pour ce régime qui a tout au long, lui et son père, se présentaient comme les seuls à présenter les Syriens. Donc avoir des Syriens face à lui, présenter un contre-discours, ça a été un danger. Et parce que ça avait un grand effet sur les Syriens. Et ça, pour vous dire, donc, à la fin, que moi, je considère ça comme des gains que la Révolution a fait. Peut-être ce sont des gains, des petits gains, mais c'est des gains très profonds qui ont marqué et qui vont marquer pour toujours l'histoire contemporaine de la Syrie. Et l'histoire du monde arabe. J'aurais une dernière question. C'est la création en Syrie aujourd'hui. Vous ne vivez plus en Syrie. Est-ce que vous pouvez quand même l'évaluer? Est-ce qu'il reste quelque chose ou est-ce que le rouleau compresseur répressif du régime a tout aboli? Non, il ne pourra jamais tout abolir. D'ailleurs, même avant 2011, on résistait. Donc cette révolution, certes, elle a ouvert la porte très grande à tous les Syriens de participer ouvertement, à voix haute. Mais avant ça, mes parents, moi, tous les Syriens résistaient à tous les moyens. Ils profitaient des petits marges ici et là pour faire entendre leur voix et pour crier et continuer à crier. Et donc, à l'intérieur de la Syrie, moi, je suis certaine que la société résiste encore, parce qu'il faut toujours différencier le régime et ses machines de propagande qui a produit dès le premier jour leurs affiches, leur cinéma, leurs séries, leur musique, et la société qui se différencie et qui va donc profiter des petites marges pour résister encore. Et le rôle de l'art et de la culture est toujours présent. Merci beaucoup, Sana. Je propose un intermède musical qui est une chanson très emblématique, Winintou, une chanson de témoignage qui raconte la première action civile, citoyenne, contestataire en tout cas, en Syrie, un rassemblement devant l'ambassade d'Égypte à Damas. لما بلشت الثورة بتونس Quand la révolution a commencé en Tunisie, كنا قاعدين قدام التلفزيونات nous étions assis devant la télé وكنا عم نقول مستحيل يصير شيء et on s'est dit qu'il était impossible que quelque chose se passe, يعني لأنه بنعرف مين هن الحكام العرب car on connaît les gouverneurs arabes. بس بالحقيقة لا Mais finalement non, ابن علي هرب Ben Ali s'est enfui. وهالمرة كمان كنا قاعدين قدام التلفزيونات Et cette fois-là, nous étions encore une fois assis devant la télé, بس كنا عم نبكي mais on pleurait من الفرح de bonheur. وكانت الثورة بمصر بلشت C'était à ce moment-là que commençait la révolution en Égypte. فقلنا لحالنا يعني مو معقول نضل قاعدين قدام التلفزيونات عم نبكي Et
Et on s'est dit, on ne peut pas toujours rester assis devant la télé à pleurer. لازم نعمل شيء. On doit faire quelque chose. فقررنا انه ننزل لقدام السفارة المصرية On a donc décidé d'aller devant l'ambassade égyptienne مشان نعمل وقفة احتجاجية. pour organiser un rassemblement de protestation. ليش السفارة المصرية؟ Pourquoi l'ambassade égyptienne? لسببين. Pour deux raisons. السبب الأول مشان نشوف ردة الفعل تبع النظام تبعنا. La première raison, c'était pour voir quelle serait la réaction de notre propre régime, لأنه كان ضد النظام بمصر. car ils étaient contre le régime égyptien. والسبب الثاني Et la deuxième raison, مشان نقول إنه مبارك خرا. pour dire à Moubarak que c'était une ordure. لا لحظة لا خرا. Pardon, une merde. لأنه كان عم يقتل الشعب تبعه. Car il tuait son propre peuple. المهم بننزل لقدام السفارة المصرية Nous sommes donc arrivés devant l'ambassade égyptienne وبيكون في شرطة أكثر من الناس اللي جايين يعملوا الوقفة الاحتجاجية. et là on a trouvé qu'il y avait plus de policiers que de manifestants. وكان باين على وجوه الشرطة الخوف. Et on voyait sur le visage des policiers qu'ils avaient peur. فجأة بيجي لعندي ضابط Et tout d'un coup un officier s'est approché de moi وبيقول لي لا يا أستاذ كنا مفكرينكم معنا. et il m'a dit mais monsieur, on pensait que vous étiez avec nous. قلت له عفوا ليش مين أنتم ومين نحن؟ Et je lui ai dit excusez-moi mais c'est qui vous? C'est qui nous? مين أنتم ومين نحن؟ مين أنتم ومين نحن؟ قلت له مين أنتم ومين نحن؟ مين أنتم ومين نحن؟ مجرد سؤال بيخبرك كل شي صار من قبل الثورة لآخر حصار. Cette question résume la situation. Cette question annonce la division. قلت له مين أنتو ومين نحن؟ مين أنتو ومين نحن؟ Nous sommes le peuple, nous sommes venus pour voir. Nous sommes le peuple, nous voulons savoir. مين أنتو؟ بهالوقت كان في شاب واقف بعيد بلش يصرخ بصوت عالي خوف العالم كلها. هبت رياح التغيير، 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 هبت رياح التغيير. Le fond de l'air est en train de changer. Le fond de l'air est en train de changer. مين انتو ومين نحنا؟ مين انتو ومين نحنا؟ قلت له مين انتو ومين نحنا؟ مين انتو ومين نحنا؟ بس مين انتو ومين نحنا؟ قلت له مين انتو ومين نحنا؟ مين انتو ومين نحنا؟ قلت له مين انتو. Bon, ce n'est loin de là la seule chanson évidemment de la révolution syrienne. Nous en entendrons d'autres tout au cours de ce programme. Maintenant, c'est un peu la minute géopolitique qui va nous permettre de comprendre où nous en sommes. En commençant à partir d'aujourd'hui, et on va remonter un peu le temps grâce à Agnès Levallois. Aujourd'hui, où en est-on? Dans quel état est la Syrie? Dans quel état est le régime? Est-ce que finalement la Syrie a encore une existence, du moins, au moins diplomatique, puisque nous voyons des interventions de tous les côtés? Est-ce que le régime a un tant soit peu de pouvoir sur la population? Le pays est fragmenté, le pays est fracassé. Nous vous écoutons sur ce sujet avec cette première question, donc un état des lieux. Alors l'état des lieux, ce qu'on peut dire, c'est que le pays est extrêmement fragmenté aujourd'hui. Alors même si le régime crie victoire, il faut prendre évidemment ce propos avec beaucoup de précautions, puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'une victoire, mais c'est vrai que c'est un régime qui a récupéré à peu près 70 à 80% du contrôle
du pays, alors qu'à un moment, il n'y en avait plus que 25% de contrôle. Il contrôle Damas, la capitale, bien évidemment, et l'axe qui remonte jusqu'à Alep, mais avec quand même cette grande région de Idlib, qui est cette région qui rassemble aujourd'hui, dans laquelle s'est rassemblés tous les opposants, les rebelles, qui ont quitté les zones, qui ont été des zones à un moment, qui ont été affamées par le régime pour éviter que les rebelles et que la population continue à exprimer son rejet de ce régime. Et donc on a une grande région de Idlib qui recoupe à peu près 3 millions de personnes qui échappent complètement à ce régime, que le régime veut annihiler, veut détruire en bombardant régulièrement avec des barils d'explosifs pour faire en sorte que la population civile qui est dans cette région se révolte, se retourne contre les opposants pour les contraindre finalement à abandonner et à rendre les armes. Donc cette partie échappe à ce régime. Il y a la partie au nord d'Alep, à la frontière avec la Turquie, qui est une région qui est en partie contrôlée par la Turquie et des forces syriennes d'opposition, où là, la difficulté, c'est que la Turquie a un objectif, mais un objectif qui lui est propre, qui n'a rien à voir avec la Syrie, qui est simplement d'empêcher que cette zone à la frontière syro-turque ne serve de base arrière aux Kurdes turcs. Donc on est bien loin de la révolution syrienne. Il y a le nord-est qui est sous le contrôle des Kurdes. Alors là, avec un jeu qui est parfois un jeu très ambivalent de la part des Kurdes, une partie de ces Kurdes sont opposés au régime de Assad, mais lorsqu'ils doivent supporter les assauts de l'armée turcs, ils sont tentés, certains d'entre eux, de se rapprocher du régime de Damas pour que le régime de Damas les aide à lutter contre les bombardements, les actions militaires de la Turquie. Et au sud, vous avez encore quelques zones qui résistent dans la région dont on a parlé tout au début de Daraa, qui est la région vraiment pas loin de la frontière avec la Jordanie, d'où est partie la révolution en 2011, où là, il y a des enclaves à Souaïda et Daraa, où il y a régulièrement maintenant des manifestations d'opposition au régime. Donc on a un pays qui est extrêmement fragmenté et il y a eu à un moment, évidemment, la présence de Daesh, l'organisation État islamique, et qui aujourd'hui a été battu par la coalition internationale et par les Kurdes. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a encore quand même des combattants de Daesh qui sont présents, qui se cachent dans des endroits et qui peuvent être en possibilité de mener quelques opérations, des actions terroristes. Donc on a un pays aujourd'hui qui est extrêmement éclaté, fragmenté, mais avec un régime qui s'en accommode très bien finalement. Mais alors, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment, pourquoi le régime est-il toujours en place ? Ce régime est toujours en place parce que c'est un régime qui bénéficie du soutien inconditionnel de deux alliés qui sont les Russes et les Iraniens. La chance du régime, si je puis dire, c'est que lui, il a pu compter en permanence et sans aucun état d'âme du soutien de ces deux pays, alors que l'opposition, qui au départ avait été soutenue par des pays occidentaux, par les pays arabes, par la Turquie, n'a pas pu bénéficier d'un soutien concerté permettant à l'opposition, qui aurait pu permettre à l'opposition de représenter une force contre le régime, puisque tout ça a éclaté, chacun a soutenu les siens, si je puis dire. Et donc, cet éclatement de l'opposition l'a complètement affaibli, à la différence du régime qui, lui, a bénéficié de ce soutien inconditionnel de la Russie et des Iraniens, et en plus de cela, le soutien de Hezbollah, qui est le parti chiite libanais qui est très proche de l'Iran, et de milices chiites irakiennes et afghanes qui sont venues au secours du régime de Assad, puisque l'armée de Assad s'est affaiblie au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, parce qu'il devenait de plus en plus difficile pour l'armée de recruter, et donc elle a pu bénéficier, cette armée, du soutien de ses forces extérieures, puisqu'il y a un point extrêmement important qu'il faut souligner, c'est que la moitié de la population syrienne n'habite plus dans sa maison d'origine. Vous avez 6 millions à peu près de réfugiés à l'extérieur, plus de 3 millions en Turquie, plus d'1 million au Liban, un peu moins d'1 million en Jordanie et un certain nombre qui ont réussi à partir au-delà de la région, au Canada, en Europe, vous vous souvenez de l'épisode avec l'Allemagne, et vous avez 5 millions au moins de Syriens qui sont déplacés à l'intérieur du pays, qui ne veulent plus vivre dans les zones contrôlées par le régime, ou des Syriens qui ont été obligés de réintégrer ces zones puisqu'ils n'avaient plus
où aller, si je puis dire. Donc on a un pays fragmenté, une société extrêmement éclatée, et le régime s'en accommode très très bien, puisqu'il y a quelque temps, Bachar el-Assad a eu cette formule incroyable de la part d'un chef d'État, qui est de dire que finalement c'était très bien qu'une partie des Syriens soit partie, parce que ceux qui sont partis, ce sont des opposants, et qu'à partir de là, le pays est beaucoup plus homogène. Donc un chef d'État qui est capable d'avoir un tel propos montre le mépris total qu'il a vis-à-vis de sa propre population, prêt à mener une politique de la terre battue, puisque finalement, ce qui lui importe, lui, c'est de se maintenir, quel que soit le prix. Comment vous le qualifieriez, ce régime, sa spécificité? C'est un régime vraiment très particulier, dans le sens où d'abord c'est un régime minoritaire, et ça je crois qu'il ne faut pas oublier la peur du minoritaire, qui est la communauté alaouite qui détient le pouvoir depuis les années 70, minorité qui représente 12-15% grand maximum de la population, un régime qui n'a jamais cessé d'utiliser la violence d'État. Et là, je suis obligée de vous rappeler cet épisode de Hama de février 1982, où il y avait une tentative de prise de la ville par des frères musulmans à l'époque. Le régime a réagi en bombardant, en détruisant cette ville, faisant, on n'a jamais eu de bilan, entre 15 000 et 40 000 morts. Et pour avoir traversé la ville de Hama un mois après le soulèvement en mars 1982, je peux vous dire à quel point ces images sont encore dans ma tête, et que quand le soulèvement a commencé en 2011, j'étais en même temps portée par un énorme espoir et en même temps tétanisée, me souvenant de ces images que j'avais vues de Hama. Donc un système minoritaire qui a toujours utilisé la violence d'État pour se maintenir, et un régime qui s'appuie pour cela sur les services de sécurité qui sont omniprésents en Syrie. Il y en a, on dit 17, peu importe le nombre. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un système qui repose sur cette capacité à contrôler l'ensemble de la population et à ne laisser aucun espace à la population pour que celle-ci puisse s'exprimer en contrôlant absolument tout. Et du coup, c'est un régime qui aussi met en avant en permanence la théorie du complot. Vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce régime n'a de cesse que de dire que c'est un complot qui vient de l'extérieur, qui est un complot qui est mené par les islamistes radicaux. Donc, l'épisode Daesh qui a connu la Syrie était formidable pour ce régime qui a pu utiliser cette menace à laquelle les pays occidentaux étaient sensibles évidemment, puisque Daesh a mené des attentats sur le territoire européen, en France en particulier, pour détourner les regards de l'opposition contre les régimes et pour dire au monde entier, vous voyez bien, j'avais raison, l'opposition est simplement composée d'islamistes radicaux qu'il faut absolument annihiler, puisque c'est un danger, non seulement pour mon régime, mais je vous l'avais dit, mais pour vous aussi occidentaux. Et donc il y a une instrumentalisation de la violence, en particulier de Daesh, qui a fait qu'on a complètement oublié ce qui se passait en Syrie, on a complètement oublié le début de cette révolution, début d'une révolution pacifique, avec des mots d'ordre pacifiques, pour dire c'est une opposition menée de l'étranger pour abattre le régime, mais pas du tout pour la démocratie, pour la liberté. Et donc vous, pays occidentaux, vous devez m'aider, moi, Bachar el-Assad, à lutter contre cette opposition, comme Hafez al-Assad avait fait à l'époque, en 1982, et je reviens à l'histoire de Hama, où Hafez al-Assad, le père de Bachar el-Assad, avait raconté à tous les Occidentaux, je sais, la réaction a peut-être été un peu violente, mais on est débarrassé de cette opposition pour au moins 30 ou 40 ans, c'était le prix à payer. Et donc Bachar el-Assad a voulu réutiliser ces mêmes arguments, avec plus de difficultés, parce qu'évidemment, au fil des années, on s'est aperçu de la violence de ce régime, et que donc ce discours était moins opérant qu'il ne l'a été à une époque. Quel avenir vous voyez maintenant pour la Syrie ? Alors un avenir sombre pour l'instant, puisque je crains, je crois, je comprends que c'est un régime qui ne veut rien lâcher, qui ne lâchera rien et qui est incapable d'envisager la moindre concession faite à une opposition, même une opposition acceptable par les Russes, puisque c'est un régime qui a le sentiment que s'il commence à négocier, mais même un millimètre de négociation, c'est le début de sa fin. Donc c'est un régime qui du coup s'enferme dans sa rhétorique, qui passe son temps à mentir. Il suffit de regarder les interviews de Bachar el-Assad où il assène avec une assurance des contre-vérités, des éléments qui ont été documentés. Et là, le travail de mémoire est absolument remarquable, exemplaire, et qu'il faut continuer, puisqu'il va nier des évidences pour se maintenir et pour bien montrer que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, d'autre issue à ce conflit que lui, que c'est lui ou le chaos, comme si la situation actuelle, ça n'était pas le chaos.
Pour moi, c'est quand même un chaos absolu. Donc, quand Bachar el-Assad dit « c'est mieux que je reste quoi qu'il arrive parce que c'est moi ou le chaos », mais le pays est déjà dans une situation de chaos avec les éléments que je viens de développer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un régime donc, qui est dans la négation, qui est dans le déni, qui se moque littéralement de sa propre population, qui est prêt à la détruire pour se maintenir. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'en dépit de ces propos qui sont tenus régulièrement par le régime, comme quoi il a gagné, il a reconquis les territoires, tout ça me paraît quand même très, évidemment, éminemment fragile et ne correspond pas à la réalité, puisque ce que l'on voit avec les dernières manifestations de Souaïda et de Dalara, c'est que la capacité de mobilisation de la population est toujours là, même si la population est exsangue, elle s'est appauvrie d'une façon considérable et se demande comment elle va réussir à continuer à vivre, tout ça sur fond de pandémie de la Covid-19, qui évidemment prend des proportions importantes en Syrie parce qu'il n'y a plus d'infrastructures sanitaires. Le régime a détruit systématiquement tous les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins. Donc il y a une absence totale d'infrastructures aujourd'hui permettant de répondre aux besoins sanitaires de la population. Ce qui continue à fonctionner, alors c'est pas grand-chose, mais ça peut permettre à des Syriens aujourd'hui de vivre, c'est l'aide humanitaire qui continue quand même à être mobilisée. En partie confisquée par le régime d'ailleurs. En partie confisquée par le régime, mais il y a quand même une partie qui arrive dans les zones contrôlées par l'opposition, que l'Union européenne est incapable de rien faire politiquement, mais elle continue à agir sur le plan humanitaire. Donc c'est loin d'être suffisant, mais heureusement qu'il y a quand même cette mobilisation qui continue, avec un risque, d'où là encore cette initiative de mémoire et de ne pas faire oublier ce conflit, c'est qu'il y a une lassitude ici, dans les pays occidentaux, par rapport à ce conflit, parce que ça fait 10 ans que plus personne ne comprend grand-chose à ce conflit, parce que essentiellement la population a été prise en otage par le jeu des puissances régionales et internationales. On oublie qu'il y a des Syriens qui vivent ou qui ont les plus grandes difficultés à vivre aujourd'hui dans ce pays, parce qu'on ne regarde finalement le conflit syrien qu'à travers les grands jeux géopolitiques, régionaux et internationaux, et en oubliant que c'est une population qui est prise en étau entre ces différents jeux de ces puissances régionales, et qu'on oublie que aujourd'hui, pour la population syrienne, la vie au quotidien dans les zones contrôlées par le régime et dans les zones contrôlées par les rebelles, qui est absolument insupportable, et un régime qui continue à exercer une pression et un chantage sans fin vis-à-vis de cette population. Merci Agnès pour ces propos éclairants. Yves Aubin de la Messusière, vous voulez nous parler de l'importance du travail de mémoire, de la collecte de l'information justement, afin que cette mémoire puisse perdurer, combien ce travail est nécessaire, important, fondamental. Ensuite, vous nous parlerez, je crois, d'éducation. Très bien, je vous remercie. Et je voudrais tout d'abord dire combien on peut se féliciter que le MUSEM organise un événement autour, à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la révolution syrienne, autour du projet, d'ailleurs qui est une réalité, on peut le voir à travers les images, de Sanaï Azizi, mémoire créative de la révolution syrienne. Et la présentation qui en est faite souligne la dimension considérable, caractère considérable et aussi rigoureux, engagé depuis plusieurs années pour collecter des dizaines de milliers de documents, d'images, de vidéos, et qui témoignent, comme vous l'avez dit, ça c'est très important, l'énergie créatrice de la révolution syrienne. Et cette collecte, c'est important de dire, souvent par de simples internautes qui se sont transformés en reporters citoyens, et a été souvent réalisée dans des conditions risquées, et certains au péril de leur vie. Et donc cette initiative soutenue par le MUSEM et le ministère des Affaires étrangères, et qui signe d'ailleurs aujourd'hui une convention sera signée avec le MUSEM et souligne l'importance de la préservation et de la conservation de la mémoire dans les pays en guerre ou en situation de crise. Et cette présentation est une première étape, je l'espère. Et lorsque ce sera possible, un événement de plus grande ampleur au MUSEM, de préférence, en préfet, oui, ou ailleurs aussi, et permettrait de retracer à travers les archives visuelles et sonores le véritable visage de la révolution syrienne. Et voilà, je suggère une idée qui consisterait
a présenté le moment venu l'an 1 de la Révolution. Et pourquoi l'an 1 ? Parce qu'on donnerait à voir et à entendre des foules de jeunes gens et jeunes filles joyeux, dansant, chantant, déployant des bannières, représentant d'ailleurs le drapeau syrien, appelant à la chute du système, à la restauration de la dignité. Et l'on sait que dans toutes les révolutions dans le monde arabe, le mot-clé, c'était dignité, karama, karama. Et qui revendiquait aussi la citoyenneté. Et souvent, je pouvais résumer les différents slogans quand je regardais les images, quand j'entendais, quand je lisais. On avait l'impression, si on devait résumer les revendications de cette jeunesse, nous sommes des sujets, mais de sujets, nous voulons devenir des citoyens à part entière. Et le terme de la citoyenneté est tout à fait important dans l'ensemble des révolutions arabes, et en particulier en Syrie, où il y a des formes de citoyenneté revendiquée et d'une réalité, et aussi de laïcité. Et puis, il y avait un autre slogan qu'on entendait au début, une affirmation, ce que j'appelle affirmation des 3 non. Non à la militarisation, non à la confessionnalisation et non à l'internationalisation de la crise syrienne. Tout ça, c'est oublié. À l'époque, donc, de cette première année, aucun fanion noir des djihadistes n'y apparaissait qui surviendront plus tard. Or, la propagande syrienne a imprimé l'idée, un peu partout dans le monde et qui persiste là actuellement, que cette révolution était dès le début d'essence islamiste radicale. Alors pour contrer la diffusion des preuves des exactions que l'on voit à travers ce projet, à travers ce site, mais il y en a d'autres, le régime a créé un site centré sur le terrorisme islamique. Et d'ailleurs, c'était un peu une réaction, et je pense peut-être en particulier au projet de Sana Yazigi. Et puis, il a réussi. Et je pense, grâce aux services syriens, vous parliez de cette stratégie, cette mécanique de l'effacement. Il y a réussi à effacer des vidéos sur YouTube, dont beaucoup s'est perdu. Peut-être qu'on pourra en retrouver plus tard. Et voilà, donc c'est cette réalité. Et puis, parlons aussi du silence assourdissant depuis quelques années de la communauté internationale et des opinions, des médias, devant les exactions du régime, s'explique justement par cette vision univoque qui est transmise et qui s'est imposée. Celle d'un conflit donc, qui oppose le régime aux organisations djihadistes. Alors on peut espérer que cette initiative, comme tant d'autres, contribuera à réveiller les consciences et à combattre l'oubli. Et c'est le propos du projet de Sana Yazigi, combattre l'oubli. Et je citerai Milan Kundera, qui écrivait que, je le cite, « La lutte de l'homme contre le pouvoir oppresseur, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Évitons que la tyrannie devienne une terre d'oubli, une mise au secret général, et donc les archives constituées avant même la fin de cette tragédie sont une manière de lutter contre le risque de l'amnésie. Il s'agit de contribuer à construire une société de mémoire. On voit se constituer sous nos yeux. Là, votre projet, c'est les prémices d'un musée qui sera une réalité, d'un musée mémoriel, comme il s'en développe beaucoup un peu partout dans le monde, en Europe notamment. Alors, je souhaite, puisque vous me l'avez demandé, revenir sur les questions importantes pour l'avenir de la Syrie, et c'est celui de l'éducation. Et en fait, la déscolarisation, qui a pris des proportions extraordinaires. Quel avenir pour ces jeunes qui ne sont pas scolarisés depuis une décennie. Et alors j'ai eu à connaître, effectivement, ayant présidé la mission laïque française, qui est née au Proche-Orient, au Liban et en Syrie, et nous gérions un établissement, notamment à Alep, fermé en raison des circonstances. Et donc je m'étais intéressé, aussi quand j'étais diplomate en Syrie, au système éducatif syrien. Et on pouvait considérer qu'il était l'un des meilleurs du monde arabe. Je crois que c'est 98% des jeunes garçons et filles étaient scolarisés. Et même le système, même s'il était critiqué parfois, je trouvais qu'il était assez performant à côté d'autres systèmes d'éducation dans cette région. Ça, c'était la réalité. Et depuis
la Syrie, depuis quelques années, a rejoint dans la liste de l'UNICEF des pays les moins scolarisés, c'est-à-dire c'est le Soudan, c'est le Niger, c'est le Nigeria et aussi tant d'autres dans le classement donc, mondial. Donc, s'agissant de l'intérieur du territoire syrien, selon l'UNICEF, une majorité d'enfants syriens, soit plus de 2,4 millions, sont privés d'école et une école sur 3 est inutilisable, vous l'avez dit tout à l'heure, soit détruite, soit endommagée, soit utilisée à des fins militaires. Elles sont occupées, ces écoles. Et il y a eu, au cours de la décennie, plus de 700 attaques qui ont visé des établissements d'enseignement en Syrie. À cela s'ajoutent 700 000 jeunes Syriens réfugiés dans les pays voisins qui ne vont pas à l'école, pour la plupart d'entre eux, portant à plus de 3 millions le nombre d'enfants syriens non scolarisés ou partiellement scolarisés, sur un total de 5 millions d'enfants. C'est considérable. Là, c'est véritablement une tragédie et ça pose le problème de l'avenir de la Syrie. Alors on sait que nombre d'ONG étrangères développent des initiatives éducatives. Ils sont souvent des Syriens et des Syriennes, et notamment dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle, évidemment, du régime syrien. Alors, autre aspect très inquiétant, et ça rejoint la scolarisation, ce domaine, la Syrie devient un pays sans jeunesse, et en tout cas sans jeunesse masculine. Et on parle souvent du nombre des morts, et 400 000 morts probablement selon les statistiques. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est sur ces 400 000, plus de 50 000 étaient des combattants du régime, qui étaient des soldats, des conscrits, qui étaient mis en avant, bien entendu. Et donc, il faut se souvenir quand il y a eu cet appel au secours de Bachar el-Assad, qui s'est rendu à Moscou rencontrer Poutine parce que le régime était sur le point de s'écrouler. C'est parce qu'il n'avait plus de soldats, ou pratiquement plus de soldats. Et donc après, la situation s'est redressée grâce évidemment à l'aviation russe. Il a fait un appel, Bachar el-Assad, pour conscrire en disant on va vous donner l'amnistie si vous revenez. Mais pratiquement aucun n'est revenu. Et évidemment, compte tenu de ce que l'on sait du régime, qui n'aurait pas tenu ses promesses, et d'abord pas de travail non plus. Et donc c'est la peur de la répression. Alors le régime, ce qui empêche aussi les jeunes de retourner, très peu retournent. On avait espéré du côté du Liban, qui aurait bien été heureux de voir quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de ces jeunes Syriens retourner, qui ne retournent pas. C'est la peur, évidemment, de la circonscription, pas de travail, perte de maisons, des villages occupés, d'ailleurs souvent par des ethnies majoritaires, qui sont affidées au régime, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, des milices chiites en particulier. Et puis, ce qui est encore terrible, ce que vient d'entreprendre le régime tout récemment, c'est la confiscation de terres et la mise en vente aux enchères des récoltes d'aujourd'hui, qui ne sont pas si mauvaises d'ailleurs. Voilà, donc il y a aussi un autre aspect, qui s'étend inexorablement, c'est la pauvreté. 83% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 60% sont en situation d'insécurité alimentaire selon le PAM. Et autre tragédie, bien entendu, c'est le Covid. Et bien entendu, nous n'avons pas les statistiques. Et l'ampleur est forcément occultée par le régime. Et d'ailleurs, croyant peut-être faire de l'humour, le ministre syrien de la Santé a déclaré récemment qu'après tout, parce qu'on l'a interrogé sur le Covid, l'armée syrienne a déjà nettoyé le pays de ses germes. Les germes, évidemment, c'est l'opposition, etc. Voilà, donc, un petit aspect sur ce que pourrait faire peut-être la nouvelle administration, il faut l'espérer, américaine. Moi, ayant connu les effets des embargos et des sanctions en Irak, là, il y a eu des sanctions qui ont été prises contre le régime, c'est très bien, contre les responsables, mais maintenant, il y a eu, sous l'administration Trump, des sanctions qui ont été prises qui affectent la population et qui augmentent la pauvreté. Et donc des appels maintenant sont de plus en plus nombreux pour demander aux États-Unis de lever ces sanctions. Alors voilà, pour l'avenir de la Syrie, vous en avez parlé. À un moment, j'étais tenté d'écrire un livre, parce que mon éditeur me disait, tiens, il y aurait peut-être un livre sur la Syrie. Je me dis, tiens,
j'avais trouvé le titre et j'ai laissé tomber. Il était une fois un pays qui s'appelait la Syrie. Très pessimiste, évidemment, comme titre. Et j'y ai renoncé car je crois que le pays de Cham a un avenir, même s'il n'y a pas de visibilité sur un scénario de sortie de conflit. Mais en tout cas, ce que l'on peut noter, et pour reprendre, disons, les formules de Boris Cyrulnik, même si maintenant c'est un terme un peu bateau, la résilience. Je pense que la communauté syrienne, et celle qui existe, est véritablement extrêmement résiliente. Et puis on le voit à travers les exilés, ce qui est très intéressant, dans quel état d'esprit ils sont, ces exilés. Et je pense à ceux qui sont en Syrie. Il commence à y avoir, paraît-il, des enquêtes, mais sur la perspective du retour. Il faut voir ceux qui sont venus plutôt jeunes, avec de jeunes enfants, scolarisés depuis une dizaine d'années. Ont-ils un avenir en Syrie ? Ce n'est pas impossible. Il y aura toujours l'idée du retour. Et d'ailleurs, certains de ces exilés syriens écrivent là-dessus. Je pense en particulier à Yassine El-Haj Saleh, qui a écrit sur l'exil et sur le retour. Et il a écrit un beau texte qui s'intitule « Dire adieu à la Syrie de façon temporaire », même si le temporaire semble sans fin. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y a un livre qui a été écrit autour de ce personnage par Madame Justine Augier, et qui s'appelle, ce titre-là, « Pour un espace de miracle ». Voilà, donc, pour revenir à Mémoire créative, donc, donne, et ça c'est important, à voir la richesse de la création artistique et intellectuelle qu'on peut voir sur d'autres sites, en particulier celui de la caravane culturelle syrienne, et qui montre l'importance de cette création de ces artistes syriens exilés, d'ailleurs certains exilés depuis des dizaines d'années. Et c'est ajouté, vous avez parlé de El Boukaï, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont éparpillés un peu partout en Europe. Et aussi, pour parler sur le plan culturel, j'ai interrogé Mohamed Berrada, qui est marocain, qui est un romancier, et sans doute l'un des plus grands critiques littéraires, qui est en train d'écrire une somme sur le roman arabe, l'histoire du roman arabe, et qui m'a dit, parce qu'il lit tout, qu'il y a une création littéraire romanesque extrêmement importante en Syrie, 60 ouvrages qui sont en circulation, et d'ailleurs beaucoup d'entre eux, il s'agit d'auteurs qui vivent toujours en Syrie, qui ne veulent pas quitter leur pays, d'autres qui sont en exil. Voilà, c'est ça qui peut nous rendre optimistes. Alors, il y a peut-être un dernier élément qu'on peut souligner, parce que c'est d'actualité, vous avez remarqué une espèce d'émergence soudaine, peut-être c'est lié à la commémoration du 10e anniversaire de la Révolution, de cette justice qu'on peut appeler extraterritoriale. Ça a commencé en Allemagne, à Koblenz, où un Syrien, des services syriens, qui a été reconnu, a été condamné pour complicité à quelques années de prison de crimes contre l'humanité. Un autre est actuellement jugé, et c'est plus grave. C'est pas par complicité, mais directement pour crimes contre l'humanité. Et en France, il était temps, d'ailleurs, je m'interrogeais pourquoi est-ce que c'est si tardif. Il y a une plainte a été déposée contre le régime syrien en raison de l'utilisation de l'arme chimique en 2013. Et il y a d'ailleurs une coopération judiciaire franco-allemande à ce sujet. Et par la voix aussi de l'ambassadrice américaine à l'ONU, les États-Unis donnent enfin de la voix pour dénoncer les exactions de Damas. Et ces poursuites judiciaires sont engagées au nom de ce qu'on appelle la compétence universelle des juridictions nationales, et qui s'appuient, il y a des conventions qui se sont oubliées, conventions contre la torture, je crois que c'est de 1984, il y a aussi d'autres conventions, et alors certains, je voudrais juste dire un mot, se disent mais pourquoi ne pas saisir la Cour pénale internationale ? Le problème, c'est que la Syrie n'est pas partie à cette convention. Alors à ce moment-là, seul le Conseil de sécurité peut le décider. Mais là, en perspective, il y a le veto russe. Et j'ai regardé, il y a depuis le début de la tragédie syrienne, 12 vétos russes ont été posés sur toute convention. Mais les choses peuvent peut-être changer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une forte mobilisation de la communauté internationale, qu'il y ait des initiatives de l'Europe, en particulier de la France certainement, et aussi avec les États-Unis, pour isoler
même s'il y a un veto, mais isolé au sein du Conseil de sécurité, la Russie, ça peut avoir à terme, peut-être, en effet, et réveiller, effectivement, il y a des résolutions, et la Russie en est partie prenante, c'est celle de ce qu'on appelle la 2254, qui date de 2015, je crois, et qui prévoyait notamment des élections sous contrôle international dans les 6 mois. Tout ça est à reprendre puisqu'elle existe. Elle n'a pas été effacée, cette résolution. Alors voilà, s'il y a une mobilisation, que peut-être on peut rendre un espoir parce que, comme le disait Agnès Levallois, ce pays, en tout cas c'est l'État, c'est le régime de Bachar el-Assad, a perdu des pans entiers de souveraineté. Alors on parle sur le plan terrestre, ça a été dit très clairement, mais aussi sur le plan aérien. Regardez tous les avions, y compris Israël aussi, qui perturbe effectivement le jeu en intervenant par des bombardements sur le territoire syrien. Merci Yves Aubin-Damé-Suzière. Juste parler un mot sur la torture, parce que c'est une des terribles réalités du système syrien, ainsi que son système carcéral. Et donc, nous allons le faire en musique avec une chanson qui est un écho justement de cette pratique abominable et qui est étendue à tout le territoire syrien, sur un texte de l'artiste Khaled Dawa, mis en musique. Voici la chanson Compressée. ينفجر ينفجر كل شي فيني راح ينفجر 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 كل شي فيني راح ينفجر غمض عيونك وتخيل حالك بمساحة ما بتزيد عن 1.5 متر. Ferme les yeux et imagine que tu es dans une surface qui ne dépasse pas le mètre carré. تخيل حالك محاوط بكوام من البشر بمساحة ما بتزيد عن 1.5 متر. Entouré de tous ces hommes, dans une surface qui ne dépasse pas le mètre carré. وتخيل حالك عم تعيش كل تفاصيل حياتك اليومية. Imagine que tu vis tous les détails du quotidien. Tu manges, عم تاكل، tu bois, عم تشرب، tu as froid, عم تبرد، tu as mal, عم تتوجع، tu aimes, عم تحب، عم تكره، tu te languis, عم tu تلعن، tombes malade, عم تسب، tu joues, tu chantes, tu dors, عم tu تتخبى، عم délires, تهرب، عم ترسم، tu dessines, tu عم insultes, ترسم، عم تسب، عم tu تلعن، meurs, عم تموت tu meurs dans un mètre carré. بمتر ونص. مضغوط بمتر ونص مضغوط بمتر ونص Compressé dans un mètre carré. Je suis compressé dans un mètre carré. Je veux sortir. Je n'ai plus de contour. Le corps des autres sont le mien. Une main bouge. C'est peut-être la mienne, la sienne, la nôtre. Je veux bouger. Tu n'as pas le droit de bouger. Je veux dormir. Apprends à dormir debout. J'ai envie de pleurer. Pleure, mais sans faire de bruit. Free, I want to be free. Je veux retrouver ma liberté. بهي المساحة أنا ما عاد لي مساحة أبدا. بدن التانيين هو بدني، بس تتحرك ايده هي ايدي، بس هي ايده، هي ايدنا كلنا. طب بدي يتحرك، ممنوع انك تتحرك. بدي نام، بتنام على الواقف. بدي اصرخ، بدي ابكي، ابكي واصرخ، بس بدون ما تطلع ولا صوت. ينفجر ينفجر
كل شي فيني رح ينفجر. اكسبلوزر اكسبلوزر كل شي فيني رح يكسبلوزر. Il est mort près de moi. عم نموت قدام بعض Quel jour sommes-nous? بكل لحظة وبكل ثانية. Je veux sortir et j'épouserai toutes les femmes. وبدي شوف أمي من زمان ما شفتها. Tu es ici maintenant. Des milliers d'autres sont là-bas, probablement pour l'éternité. Je suis compressé dans un mètre carré. Je suis compressé dans un mètre carré. Free, I want to be free. Je veux retrouver ma liberté. Free, أنت هون هلا I want to be free. وهنيك في ألوف، في مئات الألوف. Je veux لسوء حظهم لسوء حظنا كلنا يمكن يبقوا كل العمر هنيك. Dans les années 70, la lecture de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn nous a fait découvrir la réalité du système concentrationnaire soviétique. Aujourd'hui, grâce à la littérature syrienne, nous découvrons un autre archipel qui est l'archipel de la torture. L'archipel du Goulag pour l'Union soviétique, l'archipel de la torture pour le régime de Damas, et avec à chaque fois une littérature qui nous en fait prendre conscience. Alors ce ne sont pas simplement ces livres des documentaires, même si la force de la documentation est là, mais ce sont d'authentiques œuvres littéraires qui, de même que l'archipel du Goulag, nous a fait prendre conscience de l'immensité bouleversante de la littérature russe à raconter une réalité. Eh bien, l'archipel de la torture, à travers les écrivains syriens, nous parle de cette terrible et systématique utilisation de ce qui n'est plus absolument plus tolérable aujourd'hui. J'ai lu la première fois La coquille de Khalife il y a une dizaine d'années et je n'en suis encore aujourd'hui pas encore remis. Je savais, pour avoir étudié beaucoup le phénomène de la torture en Syrie, ce qu'elle était. Mais je n'imaginais pas son ampleur, je n'imaginais pas cette phénoménale cruauté et je n'imaginais pas la satisfaction que les bourreaux eux-mêmes pouvaient en tirer. Il y a eu d'autres livres qui sont tout aussi extraordinaires. Mais comment ne pas penser au livre Les Portes du Néant de Samar Yazbek, qui ne parle pas évidemment que de la torture, mais qui fait amplement référence et qui nous emmène à l'intérieur de cette Syrie absolument terrible. Et puis, in fine, nous avons le livre Les Gardiens de l'air, qui, elle, nous parle de la situation de ces femmes syriennes dont les maris, époux, frères, pères sont incarcérés. Combien est lourde et combien elle est une torture en elle-même, leur attend de ne pas savoir
quand ils sortiront, ce qu'elles doivent faire, agir, ne pas agir de peur d'aggraver encore la situation de leurs proches condamnés. Donc la littérature syrienne d'aujourd'hui est forte de ce regard porté sur la torture, et je crois qu'il faut impérativement la lire pour comprendre ce qu'est le régime aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est la Syrie. Alors évidemment, la torture a été pratiquée pas seulement par le régime, malheureusement, elle a été pratiquée par Daesh, l'État islamique, elle a été pratiquée même par l'opposition, mais elle reste un acte fondateur de ce régime. Ce régime doit aujourd'hui sa pérennité aussi par l'emploi systématique de la torture et d'un système carcéral qui est l'un des plus violents du monde. Oui, c'est l'heure à présent de nous séparer, de terminer cette soirée. Je remercie chaleureusement nos invités, Yves Aubin de la Messusière, Agnès Levallois, et puis Sana, c'est à vous que revient le mot de la fin avec vos chroniques de la révolution syrienne. Dites-nous un mot et on terminera évidemment en chanson et en musique. Alors moi personnellement, j'aime pas dire le mot de la fin parce que pour moi c'est pas fini. Mais comme on revient toujours au récit, je voudrais toujours mettre l'accent sur la force des récits qu'on a produits, que tous les Syriens ont produits durant toutes ces années-là. Et on va finir donc avec ce récit choisi par le groupe Catherine Vincent sur le petit lieu qui s'appelle Da'el, qui est une banlieue de Daraa, le gouvernement de Daraa. Et le hasard veut que le 20 mars, il y a eu la première manifestation dans cette petite banlieue dans laquelle on a écrit l'une des plus grandes bannières qui portait un seul mot, Inqala', c'est-à-dire dégage. On finit avec un récit issu de ce livre, Chronique de la Révolution syrienne, qui est un livre sur 50 lieux qui ont vécu la Révolution et les événements qui se sont déroulés depuis 2011 jusqu'à fin 2015. Et pour finir sur votre mot de la fin, eh bien, écoutons une très jolie chanson qui, moi, me touche beaucoup parce qu'elle est pleine d'espoir et qu'elle nous entraîne, elle nous emmène, elle nous fait voir un peu la Syrie autrement, au-delà de l'horreur. Et est un formidable message d'espoir en même temps, La Dame de Damas. Da'el. La ville de Da'el se situe au nord du gouvernorat de Daraa, sur l'ancienne route qui relie cette dernière à Damas. Point de jonction entre de nombreux bourgs et villages, elle jouxte Ataman au sud, Ibta au nord, Kharbat Ghazal à l'est et Tafas à l'ouest. La plupart de ses habitants travaillent dans l'agriculture. La ville se trouve en effet dans une plaine agrémentée de nombreuses sources. On y trouve des ruines romaines et des vestiges d'églises. Au cours de sa longue histoire, Da'el a connu plus d'un bombardement. Suite à une célèbre bataille du temps du mandat, l'aviation française la pilonne en 1926. Et en 1973, c'est l'aviation israélienne qui la bombarde, faisant plus de 70 victimes. Le 20 mars 2011, les habitants de Da'el descendent pour la première fois dans la rue en solidarité avec la ville voisine de Daraa. Les manifestations continuent ensuite et une majorité de la population y participe. Le 8 avril 2011, Yasser Khalaf el-Assimi tombe sous les balles de la sûreté. C'est le premier martyr de Da'el. Des milliers de personnes marchent à ses funérailles. Au cours de l'année 2011, les blindés du régime entrent 9 fois dans la ville. On compte en moyenne une invasion par mois. La première a lieu le 8 mai 2011. Et à cela s'ajoutent les descentes dans les domiciles et les campagnes d'arrestation arbitraire qui se produisent 2 à 3 fois par semaine.
Le 11 décembre 2011, l'ensemble des habitants participent à la grève de la dignité. Ils ferment leurs commerces et manifestent en grand nombre. Les murs de la ville se couvrent de slogans anti-régime. Ce dernier répond par une incursion de l'armée et fait arrêter des grévistes. La population persiste malgré tout dans la grève et continue à manifester matin et soir. Tout au long de l'année 2012, la population manifeste massivement, appelant à la liberté et au départ d'Assad. À la fin de l'année, face à une répression de plus en plus meurtrière, des déserteurs de l'armée régulière forment une katiba de l'armée syrienne libre. S'ensuit une série d'affrontements aux abords de l'agglomération qui aboutissent le 29 mars 2013 à une prise de contrôle des factions d'opposition sur l'ensemble de Daël. Le régime commence alors à bombarder la ville par l'aviation et l'artillerie lourde, causant d'immenses destructions. Les habitants résistent. Ils ne fuient pas leur ville. Je m'appelle Mohamed Al-Rashid. Hey! Je suis né sous le père et j'ai grandi sous le fils, malheureusement. J'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leur vice. Jamais de jamais, je n'aurais cru voir leur fin. Et jamais de jamais, je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents. J'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs enragés, ivres de leur venin. La Syrie l'aurait dû et nous sommes leur serf, un pays aux Assad et pour nous la misère. Nous n'étions que de sang quand le mur est tombé, le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré. Nous ne voulons que Dieu, Syrie et liberté. La dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs aux bas portées de main. La dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs aux bas portées de main. C'était au mois de mars 2011 et l'année, nous n'étions que de sang, sur nous ils ont tiré. Cette armée sur armée ne sait quelle la pitié, d'un vendredi à l'autre nous devînmes des milliers. Ils portaient un tout fin vers la ville assiégée, les marches étaient de paix en rameaux d'olivier. Ils n'avaient que 13 ans, ils l'ont défiguré, Hamza est son prénom de toute éternité. La dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs aux bas portées de main. La dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs aux bas portées de main. Souria, Souria,
abandonnés du monde, nos larmes étaient de sang. Toujours porter le deuil, râle jetés au vent. Pourtant oui, tenir bon, résister, résister. Peu à peu progresser et les taux desserrés. Mais tout a une fin, même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts que nous serons pardonnés. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. Cette dame, je la chante, c'est la révolution. Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom. J'écris partout son nom.